OK, donc normalement, ça doit enregistrer. Et bah, rebonjour tout le monde. Donc, l'idée là, c'est que pendant, un petit peu moins d'une heure, en tout cas jusqu'à 10h30, on va parler du pôle national de données de biodiversité. L'idée, c'est vraiment de comprendre le fond et la forme d'une infrastructure de recherche et les missions et outils et services, dont elle est missionnée en tant qu'infrastructure de recherche. Donc, petit préambule avant, donc le pôle national de données de biodiversité, c'est une infrastructure nationale de recherche qui a été, inscrite sur la feuille de route des infrastructures de recherche en 2018, qui est pilotée par la LNV. Il y a un portage par 18 établissements partenaires et avec aussi en plus un établissement partenaire particulier, donc la FRB, qui accompagne justement pour tout ce qui est animation et communication notamment aussi. Donc au total, ça fait 9 organismes et 10 universités et la coordination technique et scientifique se fait via le Muséum national d'histoire naturelle au travers de l'unité d'appui à la recherche Patrinat, donc avec une tutelle OFB, Muséum, CNRS et IRD. Et c'est pourquoi une tutelle muséum via Patrinat? C'est justement parce que d'autres systèmes d'information, vous allez voir, en tout cas d'autres d'autres dispositifs liés aux données de biodiversité, que ce soit pour le partage ou pour la gestion des données ou pour la valorisation des données, se trouvent également sous cette tutelle. Donc, c'est pas anodin, évidemment, il y a une logique de cohérence et de complémentarité entre les différents systèmes d'information et dispositifs. Deuxième date importante, c'est 2018, donc on est devenu centre de référence thématique. Donc ça veut dire quoi? C'est en fait une sorte de label pour expliquer, pour aiguiller les communautés de recherche, donc les chercheurs, les doctorants, doctorantes, etc. En tout cas, les communautés liées à la recherche, pour les aiguiller sur les bonnes pratiques, sur les bons standards, où publier les données, de quelle façon, etc. Donc c'est vraiment, on peut voir ça comme si on était un peu, on va dire, vous allez dans un cabinet médical et on va être une des premières portes d'entrée pour vous aiguiller si vous devez aller voir un spécialiste, un généraliste, etc. Et donc, c'est vraiment la première porte d'entrée pour bien vous situer sur qui est qui, comment on le fait et où je vais publier mes données, comment je vais le faire et comment elles vont être valorisées par la suite. Donc ça, c'est ce label, centre de référence thématique, et donc issu de l'écosystème Recherche DataGouv, hein, donc vous avez peut-être entendu parler, qui est en fait une initiative du ministère de la Recherche pour justement structurer ces différentes institutions, systèmes d'information. Vous allez le voir, le système des données de biodiversité ou des données en général est assez complexe, alors pas compliqué, c'est différent, mais il faut savoir en tout cas se retrouver dans ce décor. Et Recherche DataGouv a été mis en place pour justement simplifier, si on peut dire, en tout cas, aider à structurer tout cet écosystème pour qu'il y ait une logique et une complémentarité entre les dispositifs existants. Et donc, troisième date importante, 2024, nous allons être cinquième pôle de l'infrastructure de recherche Dataterra. Alors, qu'est-ce que c'est Dataterra? C'est une infrastructure de recherche intégrée qui comprend déjà 4 pôles, donc Audatis, TIA, Aeris, Formater. Et en fait, c'est ni plus ni moins pardon, que nos équivalents, entre guillemets, pour des compartiments du système Terre. Donc nous, Pôle national de données de biodiversité, comme son nom l'indique, on est pour les données de biodiversité en recherche, Audatis pour l'océanographie, TEIA pour les surfaces continentales, Aeris pour l'atmosphère et Formater pour tout ce qui est terre solide. Et donc il y a une logique et une cohérence à intégrer donc Dataterra à l'horizon 2024 en tant que cinquième pôle pour que justement face aux changements globaux, on est obligé d'avoir une vision, on va dire, systémique, holistique, et on ne peut plus répondre à des enjeux globaux en n'ayant qu'un compartiment d'études ou avec qu'une vision partielle. Donc l'atmosphère est évidemment complémentaire pour comprendre les dynamiques carbone, biodiversité, TEIA, etc. Audatis avec tout ce qui est flux marin, pareil, production carbone, biodiversité plancton, etc. Tous ces aspects-là font qu'on va pouvoir en fait travailler ensemble par des standards, faire parler nos données entre elles et justement avoir une vision vraiment intégrative. Et donc, ça résume en fait le PNDB. La dernière phrase, c'est une infrastructure de recherche virtuelle. Donc, on n'a pas un bâtiment physique, on n'est pas un télescope spatial ou un bâtiment par exemple, un écotron ou qui va faire pousser des plantes pour voir l'impact du changement climatique. On est vraiment une infrastructure virtuelle
pour et par les communautés de recherche. Et ce pour et par, vous allez le voir, est très important parce que justement, on essaye de faire ces allers-retours avec les communautés pour bien comprendre les besoins et essayer d'apporter des réponses. Et donc, pour et par les communautés de recherche, pour accompagner, faciliter la compréhension, le partage et l'utilisation des données de biodiversité. Pardon. Donc, avant d'aller un peu plus loin sur le sujet, il y a quand même un contexte des définitions pour qu'on ait tous le même vocabulaire et les mêmes notions en tête pour justement mieux comprendre ce dont on va parler par la suite. Donc, côté définition, il y a deux définitions qu'on utilise au PNDB. C'est la définition pour les données de l'OCDE de 2007. Alors, vous allez le voir, la définition, donc c'est une définition très générique. Et justement, c'est intéressant et ça, c'est pratique parce que lorsqu'on parle de données de biodiversité, on peut dire, il peut y avoir une diversité de définitions. Et les personnes peuvent, donc c'est important d'avoir un dénominateur commun, d'avoir un vocabulaire commun. Et cette définition est suffisamment générique pour que justement elle puisse parler à tout le monde. Donc les données de recherche sont définies comme des enregistrements factuels utilisés comme source primaire pour la recherche scientifique et qui sont généralement acceptés dans la communauté scientifique comme nécessaires pour valider les résultats de la recherche. Donc c'est le fameux qui, quoi, où, quand, comment. Et associé à ça, il y a les métadonnées. Les métadonnées, c'est ni plus ni moins que les données sur les données. Donc pareil, c'est une définition très générique issue d'un livre, d'un important travail de Christine Bormann, le travail scientifique des données, qui a été traduit donc il y a quelques années en français. Donc je vous invite à aller lire ce livre-là. Et les métadonnées sont extrêmement importantes dans la mesure où ça contextualise, ça informe sur la valeur, sur la quantité des données. C'est-à-dire que si je vous dis 5, une donnée, ça veut rien dire. Par contre, si dans les métadonnées, c'est inscrit que 5, c'est le pH d'une tourbière, je ne sais pas où, dans les monts d'Arrée en Bretagne, ou alors 5, c'est le nombre de papillons monarques que j'ai vus lors d'un inventaire de sciences participatives, etc., etc. Donc en fait, toutes ces informations-là, toute cette contextualisation, ce cadre va pouvoir donner une valeur qui va permettre justement de mieux appréhender et réutiliser une information, donc une donnée en l'occurrence. Donc données et métadonnées sont systématiquement liées et évidemment, plus il y a de métadonnées, plus la donnée sera intéressante et riche en termes d'informations pour une gestion et une réutilisation par la suite. Donc au niveau du contexte, donc là on a défini données, métadonnées, pardon. Et donc, il y a trois aspects, notamment au niveau des contextes et des enjeux liés aux données et métadonnées de biodiversité. Donc, le graphique de gauche, c'est issu d'une publication de 2016 de Roderick Page, que pareil, je vous invite à aller voir. C'est quelqu'un qui fait énormément de web sémantique, justement, pour essayer de lier des objets numériques entre eux et comment. Et donc, lorsqu'on travaille en biodiversité, on a évidemment une diversité en fait d'informations à récolter. Donc, ça peut être évidemment des spécimens qu'on peut récolter, des observations qu'on va voir lors d'un programme de sciences participatives, par exemple, ou d'un échantillonnage protocolé par un projet de telle infrastructure ou tel dispositif. Ces observations vont se trouver à un lieu précis. On peut récolter de l'ADN environnemental ou de l'ADN de spécimens. On peut créer de ça de la phylogénie. On peut mesurer des traits, la grandeur d'une plante, la grandeur de l'insecte, etc., etc. Et donc, il y a une diversité d'objets numériques, si on veut, parce qu'ils vont être numérisés, qui vont arriver. Et il va falloir les lier entre eux. Et la façon de les lier entre eux, c'est notamment justement les fameux traits que vous voyez sur le graphique de gauche, ce sont les métadonnées. Alors ici, vous ne vous arrêtez pas aux traits qui sont décrits sur ce graphique, c'est juste un trait qui répond à une question donnée à un moment donné. Ces traits peuvent évoluer dans le temps, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a une hétérogénéité d'informations, donc type de données, provenance, standard, et il y a vraiment une diversité d'objets qu'il faut pouvoir relier. Et là, encore une fois, la métadonnée permet justement de faire ce lien-là potentiellement entre un spécimen, le trait écologique qu'on a mesuré, le taxon dont il est issu, etc., etc. Deuxième information non négligeable, enfin contexte, pardon, c'est la perte d'information dans le temps. Donc, vous voyez le graphique donc, du milieu. Donc, c'est tiré d'une publication de Michener en 97. Donc, c'est assez vieux cette publication, on va dire à l'âge des publications, mais elle fait
malheureusement encore référence, enfin malheureusement avec des guillemets, dans la mesure où en fait la perte d'information est très très courante lorsqu'on acquiert des données ou des métadonnées dans le cadre d'un projet et que celui-ci, on passe à un autre projet. Ou alors le classique, donc il y a un chercheur, une chercheuse qui travaille sur un sujet pendant 40 ans, donc par exemple le papillon monarque ou la tourbière de Bretagne, pour utiliser les mêmes exemples que tout à l'heure. Cette personne part à la retraite. Elle a accumulé donc des centaines d'informations, des milliers d'informations sur des tableaux Excel qui sont avec un format qui n'est pas mis à jour, qui sont dans un serveur dont on ne sait pas où, qui sont sur un disque dur, ou parfois sur un manuscrit papier, ou sur des PDF, etc., etc. Et cetera. Et donc ce départ en retraite va faire que si cette information n'a pas été pensée, enfin cette gestion d'information, donc des données métadonnées n'a pas été pensée dans le temps, il va y avoir une perte drastique d'informations et bah, c'est dommage parce que du coup, ça fait qu'on peut recommencer à zéro et quand il y a, bah, voilà, on a de la perte d'informations dans le temps. Donc c'est absolument pas négligeable et quand on voit le graphique, en fait, ça arrive très 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 rapidement. Le schéma classique étant, voilà, on acquiert un budget pour un projet, on fait l'échantillonnage, on analyse les données, on publie un article scientifique lié à ces données par rapport à une hypothèse scientifique et juste après la publication scientifique ou les publications scientifiques dont elles sont issues du projet de recherche, bah, très rapidement, en fait, on passe à autre chose. Et donc, l'information, déjà, elle est perdue. Ou une très grosse partie d'information est déjà perdue. Donc, c'est vraiment pas anodin et c'est vraiment cette vision court, moyen, long terme de la donnée, de la métadonnée qu'il faut avoir en tête. Et donc, troisième aspect, c'est la fameuse reproductibilité, donc qui n'est pas propre à l'écologie, mais qui est propre à, on va dire, la science en général. Donc, le fameux matériel et méthode qu'on trouve dans les articles scientifiques ou qu'on trouve en général dans les métadonnées. Et donc, c'est pas anodin non plus parce que ces informations de métadonnées qu'on va pouvoir fournir vont permettre une certaine reproductibilité. Et il n'y a pas que. Il y a aussi il y a les données, évidemment, qu'il faut rendre disponibles, mais il y a aussi les codes sources, la façon dont on analyse. En fait, toutes ces informations vont pouvoir permettre une reproductibilité parce qu'on aura beau avoir les données, si on n'a pas les codes sources ou les algorithmes derrière, on ne pourra pas forcément arriver au même résultat scientifique. Donc voilà, perte d'informations, hétérogénéité dans les types de données et diversité d'objets et le fameux enjeu de reproductibilité amène en fait à penser la pratique de la recherche dans une sorte de cadre de travail, ou en tout cas avec des guides de bonne pratique, justement, pour, on va dire, faire face à ces enjeux. Donc, on commence par notamment le fameux cycle de la donnée. Alors, peut-être vous en avez entendu parler. C'est simplement des étapes. Donc, dépendamment où vous allez taper cycle de la donnée sur Internet, vous trouverez 6, 7, 8 étapes, mais c'est à peu près les mêmes. Ça structure, en fait, une façon de penser la gestion, la curation, l'analyse et le partage des données sur du court, moyen, long terme. Et donc, ça va évidemment du début, du plan de gestion de données, de la façon dont on va échantillonner, au traitement, à la curation, au partage, à l'archive, etc. Et en fait, toutes ces étapes-là sont très importantes, ce sont des lieux communs, mais la plupart du temps, pour diverses raisons, volontaires, involontaires, manque de ressources, manque d'informations sur le fait que ça existe, et bah, ces étapes-là ne sont pas forcément systématiquement mises en place et ou que partiellement. Ou alors il y a des gens qui vont faire juste le plan de gestion de données, puis le traitement analyse évidemment, mais pas forcément l'archivage et le partage et d'autres et cetera et cetera. Donc il faut vraiment avoir en tête ce cycle de la donnée parce que c'est ce qui permet en fait une certaine ouverture de la science en général, mais aussi une certaine reproductibilité dont on parlait tout à l'heure. Et donc pour aller plus loin, je vous invite à aller voir l'université de Grenoble-Alpes. Donc il y a un site internet donc, qui est marqué sur la slide et qui permet d'aller un peu plus loin sur ce cycle de données. L'idée justement, c'est de pouvoir à chaque étape avoir les bons référencements, les bonnes personnes, les bons outils qui permettent justement un plan de collecte et un traitement, des analyses, de curation, archivage, partage, etc., etc. Et c'est notamment les missions donc d'une infrastructure et centre de référence thématique. Je vois que je suis un peu bavard. Pour changer. Bah, Donc, comme d'hab, quoi, bon, de non? toute façon, je vais continuer. Oui, comme d'hab, exactement, ouais, tout à fait. Ouais. Bah, Donc, après, je pense qu'il bon, faut ça, juste voilà. pas, Sur pas, PNDB, on est assez bavard. faut pas hésiter. Pardon, excuse-moi? Pour ceux qui sont là, il faut pas hésiter, je pense,
à intervenir. Juste, des fois, ça coupe un petit peu. Bon, ça va encore, hein, mais il y a des petits problèmes de connexion. Est-ce que vous savez si c'est juste de mon côté ou est-ce que c'est peut-être que juste de ton côté, Olivier? Je sais pas pour les autres, Ah personnes. mince, bah, écoute, moi j'ai l'air d'avoir une bonne connexion, mais bah, OK. écoute, on verra. Non, mais ça va, hein, Bah, en jusqu'à tout cas, maintenant ça j'espère que va, vous mais comprenez dans l'ensemble, ça va? Vous arrivez à oui. entendre? Oui, C'est oui, on surtout entend ça? bien quand même, Que hein. au Il y pire, a l'enregistrement, c'est pas grave, hein. OK, pas de souci, tu peux y aller. Pas de problème. OK. Bon, bah, c'est peut-être Super. à Concarneau, toi, Yvan. OK, C'est le je vais aller me Finistère, prendre, désolé. j'allais me faire couler un café et je reviens, ça va peut-être, faire, améliorer les choses. À tout de suite. À toutes. Et donc, ouais, sur ce cadre de bonnes pratiques, et donc, vous l'avez vu, on parle régulièrement des données et surtout des métadonnées. Une des façons justement de s'insérer dans une certaine reproductibilité et en tout cas d'ouverture de la science, c'est partager les métadonnées. Et c'est pas anodin, encore une fois, c'est la contextualisation, c'est comme une boîte de conserve ou une bouteille de vin, vous avez une étiquette. Si donc l'intérieur de la bouteille de vin et ou de la boîte de conserve, si elle n'a pas d'étiquette, c'est bien beau d'avoir une bonne information, d'avoir goûté quelque chose de bon, mais si on ne peut pas savoir d'où ça vient, si on ne peut pas racheter cette boîte de conserve ou cette bouteille de vin, ou l'origine du cépage ou l'origine du producteur de je ne sais pas quoi comme produit, etc., eh ben on est un petit peu dans le baba. Donc la métadonnée, encore une fois, est très importante, d'où le partage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en écologie, en fait, il existe un modèle pivot qui est l'Ecological Metadata Language, donc EML pour son petit nom en acronyme. Et ça a plus de 25 ans des retours d'expérience, donc issus aussi bien des scientifiques écologues que des éco-informaticiens, donc les informaticiens qui travaillent en écologie. Et donc cet EML est très puissant parce qu'en fait, pour le partage des données, il y a deux options qui ne sont pas à mettre en opposition, mais qui sont vraiment complémentaires. Il y a la standardisation pardon, par la donnée. Donc, on aura exactement les mêmes noms de colonnes. Par exemple, pour non scientifique, on va tous utiliser scientific name collé avec un N majuscule à name, etc. Et il y a la standardisation par la métadonnée. Donc, la standardisation par la donnée est extrêmement puissante parce qu'on parle exactement le même langage, sauf que bah, ça peut avoir en fait un effet contraignant. Toutes les données ne peuvent pas forcément être standardisées par la donnée, ou alors ça demande une sorte de torsion. Mais si on y arrive, c'est excellent et c'est puissant, comme je disais. Et la standardisation de la métadonnée donc, est complémentaire, dans la mesure où on ne demande absolument pas en fait d'avoir exactement le même nom de colonne. Par contre, de par les informations qui vont être décrites, on arrivera in fine à pouvoir les transcrire et à les mettre sous un même nom de colonne. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça permet en fait de récupérer, on va dire, une énorme diversité de données et donc le fameux contexte dont on parlait tout à l'heure, donc que ce soit des données d'occurrence, des données de flux de carbone en biodiversité, des mesures de je sais pas quoi, de rayonnement de photosynthèse, ça n'existe pas le rayonnement de la photosynthèse, en tout cas de, de spectronomie liée à la photosynthèse, etc. En tout cas, il y a énormément de types de données qu'on peut avoir en biodiversité. Et donc, cette standardisation par la métadonnée permettra justement, et permet, on va dire, de prendre en compte ces diversités d'entrées. Et ça, c'est pas anodin. Donc, standardisation données, standardisation métadonnées, les deux en complément. Et il faut ça, il y a, les deux sont intéressantes, les deux sont puissantes. Et justement, il faut pouvoir bien mesurer de la façon dont on va travailler pour avoir la meilleure approche au niveau de la standardisation. Mais en tout cas, avoir cette démarche de standardisation à un moment donné, avec un petit jeu de mots, et parce qu'on est OpenDB, on est très comique aussi, c'est important. Donc, oui, et vous avez le droit de réagir sur le commentaire blague nulle, etc. Vous inquiétez pas. On se produit en one-man show tous les. Non, moi, j'arrête. Donc, troisième approche pour justement avoir un guide de bonne pratique, enfin, pour avoir les meilleures pratiques, c'est l'acronyme FAIR. Donc, pareil, peut-être vous en avez entendu parler. Donc, FAIR, acronyme pour facile à trouver, accessible, interopérable, réutilisable. C'est un ensemble de principes directeurs pour gérer les données de recherche, justement, pour les rendre faciles à trouver, donc accessibles, interopérables et réutilisables, comme je le disais. Et ce qui est important, c'est par l'humain et la machine. Et ça, c'est pas anodin. Par l'humain, évidemment,
parce que voilà, qu'on puisse relire des informations où tel chercheur, telle chercheuse a récolté les 5 papillons monarques lors d'un inventaire de sciences participatives, etc. etc. Elles ont été standardisées avec un standard données Darwin Core et ou métadonnées Ecological Data Language, EML, etc. Et par la machine, dans la mesure où de plus en plus, justement, pour avoir une certaine reproductibilité en écologie, et dans le contexte des big data aussi, il y a de plus en plus de données. Et toutes les données ne sont pas, on n'a pas le temps forcément de les lire toutes. Et en fait, cette férisation, si elle est compréhensible et intelligible par la machine, c'est pas anodin. Donc les algorithmes peuvent aussi aider à comprendre ces aspects-là, à transmettre des informations de systèmes d'information liés au littoral à un système d'information lié on va dire aux pressions anthropiques sur l'ensemble de la France métropolitaine, etc., etc. Donc en fait, ces passages-là, donc d'interopérabilité, d'accessibilité, s'ils sont compréhensibles, intelligibles par la machine, ça permet justement une meilleure reproductivité. Donc, principe faire. Et si vous regardez les petits encadrés donc des 4 lettres, il y a régulièrement le mot métadonnées qui apparaît. Et c'est pas anodin. Encore une fois, la métadonnée est en fait une des conditions sine qua non pour obtenir le meilleur degré de férisation. Et autre chose aussi très importante, c'est que la férisation n'est pas un fait. On obtient un degré de férisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire mon système d'information, mes données, mes métadonnées sont fairs ou elles ne le sont pas. C'est vraiment un chemin, c'est un cheminement. Et donc, c'est un degré de férisation qu'on peut obtenir. Et vous trouverez toujours des données qui seront plus accessibles qu'un autre jeu de données, toujours plus interopérables, etc., etc. Par contre, on peut avoir des principes, des critères minimaux qui nous permettent un minimum de férisation et donc d'ouverture et de partage pour la communauté en général. Et ça, c'est justement les aspects dont on parle et dont on met les outils et services qu'on met en place justement au niveau du PNDB. Et donc justement, transition, les outils qu'on développe et les services qu'on propose en tant qu'infrastructure de recherche et centre de référence thématique, se composent selon un triptyque, on va dire, qui est comprendre, partager, utiliser. Donc comprendre les données métadonnées, partager les données métadonnées, utiliser les données métadonnées. Pour l'instant, ça va? Est-ce que vous êtes toujours là? Je vous ai perdu. Est-ce que vous avez des questions avant d'aller un peu plus loin? Parce qu'on avait commencé un peu en retard, je me dis, il faudrait qu'on puisse quand même un minimum échanger. Ok, parfait. Alors, donc pour commencer, donc, dans le triptyque comprendre, partager, utiliser, donc la partie comprendre, en tant que sorte de référence thématique, donc issu de l'écosystème recherche DataGouv. Donc donc on est lié à Dataterra donc pour tout ce qui est système terre environnement, donc un compartiment pour que le ministère met en place pour essayer de comprendre la Terre sur un ensemble. Donc PNDB, Dataterra sont centre de référence thématique système terre environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement, là vous voyez donc la partie de droite de la diapositive, il y a plein de logos dans tous les sens, il y a des contextes et enjeux qu'on a vus avec les graphes, il y a des standards et en fait, tous ces aspects-là, on va nous proposer en fait des formations, proposer des outils. On est en train de le faire, ça se met en place pour justement aiguiller les utilisateurs. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a une certaine complexité et il y a un enjeu d'ouverture de données et des métadonnées et des algorithmes en général. Et donc, les centres de référence thématiques vont pouvoir aider en fait à dire qui fait quoi, à quel moment du cycle de la donnée, qu'il faut aller voir, etc., etc. Comment fonctionne tel système d'information, pourquoi ce système d'information est lié avec tel outil, ou comment cet outil permet de dupliquer tel truc, etc., etc. Donc en fait, il faut vraiment le voir comme ouais, on va être des facilitateurs, des traducteurs, des médiateurs. C'est vraiment les missions qui sont associées justement en tant que centre de référence thématique. Donc comprendre le contexte, les enjeux, le paysage de l'éco-informatique, les bonnes pratiques, etc., etc. Donc ça, ce sont des outils, donc des formations qu'on met en place petit à petit, mais aussi l'idée, c'est pourquoi pas de développer un outil numérique qui serait
sorte de plateforme ludique, didactique pour justement jouer dans tout ce paysage-là. Donc voilà, réflexion en cours et développement. Donc pareil, si vous avez des idées de sites web qui sont super intéressants pour essayer de comprendre une certaine complexité, bah on est preneur de toute information comme ça. Donc on réfléchit régulièrement de la façon, aussi bien sur le fond et la forme, pour arriver sur des outils comme ça. Pour l'aspect partagé, donc il y a, comme je vous disais, il y a l'enjeu de partage des données, mais aussi des métadonnées. Et donc l'idée là, c'est de, comment dire, de proposer actuellement, donc il existe des outils opérationnels très puissants, notamment développés par le GBIF, donc le Système mondial d'information sur la biodiversité, qui a développé donc l'IPT pour Integrated Publishing Toolkit avec un très bon accent anglais, qui permet justement de standardiser par la donnée, le Darwin Core en l'occurrence. Donc des données de référence primaire, les listes taxonomiques, les métadonnées sur des ressources, des données d'échantillonnage. Et actuellement, il y a une future extension du modèle pour justement essayer de prendre en compte d'autres types de données comme des caméras trappes, des données d'ADN environnemental, etc., etc. Et donc actuellement, on peut publier beaucoup de données, mais toutes les données ne sont pas encore publiables via l'IPT. Et c'est ce pourquoi on a commencé à développer un projet. Donc, c'est un projet recherche-développement qui est en cours de développement, justement. Donc, c'est MetaShark, qui l'idée, c'est de standardiser par la métadonnée et donc de faire des liens aussi avec l'IPT existant, donc l'outil du GBIF actuel. Encore une fois, l'idée, c'est pas de réinventer la roue, mais de trouver en fait des outils complémentaires qui répondent à des besoins. Donc, en l'occurrence, partager la plus grande diversité de données et donc de pouvoir décrire le qui, quoi, où, quand, comment, mais aussi le détail des attributs. Donc, par exemple, le 5, dont je parlais tout à l'heure, moi, comme exemple, donc 5, le pH d'une tourbière en Bretagne, par exemple, l'attribut, donc c'est pH, et ça, c'est issu de l'association internationale du pH mondial, qui permet d'avoir une définition, de dire que le pH va de 1 à 7, etc., etc. Et l'idée, c'est justement de pouvoir, en fait, de par cette description des attributs décrite dans les métadonnées, avoir une très grande force d'interopérabilité entre ces différentes informations. Parce que c'est ce qui va permettre justement de mettre dans le pot commun pour une thématique, une hypothèse scientifique qu'un chercheur, une chercheuse peut se poser comme question, de mettre dans le pot commun en fait une diversité de jeux de données. Donc voilà, projet en cours de développement, complémentaire à l'IPT et donc en lien évidemment avec les ressources actuelles. L'enjeu de publication des données n'est pas anodin dans la mesure où il existe actuellement, en fait, il existe actuellement. Il existe depuis quelques années une façon de valoriser ces jeux de données qui sont les data papers. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des papiers scientifiques qui sont complémentaires aux papiers scientifiques que vous connaissez, qui peuvent être des papiers d'analyse, des papiers de revue systématique, des opinions, etc. Et qui, en fait, ces data papers valorisent un jeu de données. Donc, ces jeux de données sont issus d'un programme de recherche, d'une agrégation de plein de jeux de données, etc., etc. En tout cas, d'une façon de concevoir à un moment donné un jeu de données, une information, pour répondre à un contexte scientifique, à une question, une hypothèse scientifique. Et donc, ça valorise en fait ces jeux de données-là. Ça valorise aussi les gestionnaires des données, dans la mesure où les personnes qui travaillent sur ces informations-là, sur ces données et métadonnées, ne sont pas forcément tout le temps mises en valeur sur les papiers scientifiques classiques, alors qu'ils ont énormément travaillé en amont du processus. Et ces jeux de données-là peuvent être valorisés donc par un data paper qui est on va dire, qui va avoir une certaine, il va avoir une valeur parce qu'il va aussi rester dans le temps. On peut avoir un DO, enfin pour chaque data paper, il y a un DOI qui est associé au data paper. Donc c'est une sorte de code barre comment dire, c'est une sorte, ouais, un code barre comme pour les papiers scientifiques actuels, qui va pointer vers l'entrepôt où on va publier les données, etc. Il va avoir une licence ouverte. En France, par exemple, c'est la CC BY Creative Commons. Donc c'est libre, mais on doit citer les auteurs. Il peut y avoir des impact factors, puisqu'on parle aussi d'impact factors en général dans les revues scientifiques. Donc, il y a des impact factors, par exemple, sur les data papers en biodiversité, ça va de 1 à 10 à peu près. Donc, c'est extrêmement élevé pour 10 pour Giga Science, par exemple, etc., etc. En tout cas, c'est une façon de valoriser les jeux de données en amont
d'une publication scientifique pendant ou après, mais ce jeu de données-là va pouvoir aussi être réutilisé. Et donc tout ça, encore une fois, rentre dans le fameux processus de reproducibilité et de science ouverte en général. Et donc par rapport à ça, donc il y a un accompagnement qu'on propose au sein du PNDB, donc via deux actions. Donc une action qui a été mise en place, qui est mise en place par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité au travers du Centre de synthèse d'analyse sur la biodiversité, le CESAB, qui a lancé en 2022 et donc en 2023 cette année un appel à projet qui est DataShare. L'idée, c'est de pouvoir proposer en fait comment dire, un accompagnement sur comment, enfin pour ouvrir des jeux de données en fait, tout simplement, et avoir un accompagnement plus au travers de data scientists issus du CESAB et donc l'expertise du PNDB pour les guides de bonne pratique pour cette ouverture de jeux de données. Et donc il y a un autre projet aussi dont on est leader aussi sur ce projet-là, c'est Open Meta Paper. Ça a été financé par le Fonds national Sciences ouvertes pour justement booster l'ouverture des données de recherche, notamment en lien avec le standard Ecological Metadata Language, qui, je rappelle, est un standard avec 25 ans d'existence et qui permet une très grosse interopérabilité des données métadonnées. Donc, c'est en lien avec le nœud français du GBIF, hein, donc le GBIF France. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner les chercheurs, les chercheuses pour l'ouverture des données, la publication de data paper, et ce, avec les bonnes pratiques et les bons standards. Pardon. Pour l'aspect donc utilisé, donc avec le triptyque, souvenez-vous, comprendre, partager, utiliser. Donc, on propose deux outils qu'on a développés. Donc, le premier est un catalogue de données. Alors, pour être précis, c'est un catalogue de métadonnées. Donc, c'est un catalogue qui est actuellement en cours de peuplement. Vous allez voir son fonctionnement, qui en fait va récupérer toutes les informations des entrepôts institutionnels. Les entrepôts institutionnels sont les endroits où les chercheurs, les chercheuses vont déposer leurs données pour du long terme et comme une sorte d'archive nationale. Et donc, en fait, on va récupérer tous les entrepôts. Donc, par exemple, pour le CNRS et le muséum, l'entrepôt institutionnel, c'est Indoor. Pour l'IRD, donc c'est DataSud. Pour comment dire, l'INRAE, bah, c'est un Dataverse INRAE, Recherche DataGouv, etc., etc. Et donc, on va moissonner, on va récupérer toutes ces métadonnées-là, qu'on va retranscrire dans le catalogue, qu'on va transformer en EML, ces informations. Et en fait, l'utilisateur lambda, lui, va juste voir un catalogue normal, c'est-à-dire qu'il aura un vrai lien de téléchargement direct avec juste un bouton. Donc, on n'est pas en soi techniquement un lieu de stockage de données, on est juste un stockage de métadonnées, mais qui, comme on va moissonner à court moyen terme l'ensemble des systèmes d'information ou des entrepôts de données de biodiversité en France, on va en fait avoir un catalogue vraiment transdisciplinaire lié à la biodiversité. Et c'est vraiment, encore une fois, l'intérêt de passer par la métadonnée. Donc, c'est une nuance qui est très importante. Donc, on n'est pas un catalogue de données en tant que tel, mais on a évidemment quand même accès à la donnée parce que on a toutes les métadonnées avec un simple bouton. Lorsqu'on clique sur un jeu de données particulier, bah, le téléchargement direct possible sur un jeu de données. Donc pareil, c'est important. L'idée n'est pas de réinventer la roue, donc on s'est basé sur une technologie développée par DataOne, donc les mêmes équipes qui ont développé l'Ecological Metadata Language à l'époque. Donc on est nœud français de DataOne, qui est un portail pour toutes les données environnementales au niveau mondial. Et donc en fait, c'est notre catalogue Metacat qui s'appelle est simplement une extension française entre guillemets du catalogue global DataOne. Donc voilà. Donc les données sont actuellement, si vous allez sur data.pndb.fr, il y a juste actuellement 70 jeux de données. C'était pour de la preuve de concept, etc. Et actuellement, donc en interne, on est en train de moissonner plusieurs centaines, voire milliers de jeux de données, moissonner les métadonnées, comme je le disais. Et donc à échéance fin 2023, début 2024, on va commencer à avoir moissonné, on va dire, une très grosse partie des ensembles des données actuellement présentes sur le territoire, en tout cas disponibles actuellement dans les entrepôts et systèmes d'information français.
Donc des outils aussi qu'on peut proposer, notamment via le catalogue. Donc pareil, il y a des Mmh. technologies qui sont Olivier, je suis existantes. désolée de t'interrompre, mais je crois que tu vois pas s'il y a des mains levées. Mais pour, Ah ouais, pardon, je me excuse-moi, ouais, permets de vas-y, ouais, t'interrompre pour, une question sur le vas-y, moissonnage vas-y. justement. Est-ce que le fait enfin, Oui. quand vous allez rejoindre du coup, Dataterra, ça facilitera le moissonnage des données ou pas du tout? Alors l'idée justement là, c'est des grosses discussions qui se mettent en place, notamment au niveau des groupes de travail internes Dataterra, PNDB et autres. Mais oui, l'idée c'est que ça va participer à ça justement, parce que comme on a, en tout cas nous PNDB, on a une entrée métadonnées, et qu'on peut, de par les tests que fait actuellement Julien Sananicon, donc le responsable technique du PNDB, donc standardiser par la métadonnée via l'EML. L'EML permet a priori de tout accepter. Et donc ça permet vraiment des liens justement très intéressants, parce qu'actuellement, Yvan pourra, bon là je vois qu'il est occupé, mais il pourra mieux répondre tout à l'heure. Ouais, le ML, on peut transformer du GeoNetwork, du ISO, etc., donc qui sont les standards actuels pour les catalogues classiques. Et donc ça, c'est intéressant. Et donc ouais, ça va permettre justement une meilleure interopérabilité au niveau de Dataterra, mais pas que. Désolé, j'ai entendu Et mon nom, du coup, j'ai remis le casque, hein, Olivier, n'hésite pas à me dire si. non, la question, c'était le fait justement de moissonner. Tu me dis, Louis, c'est ça que tu voulais dire, de moissonner donc les métadonnées et notamment de passer par le standard EML permet justement, en tout cas, va faciliter l'intégration de Dataterra. Et moi, je rajoute, et plus généralement, on va dire tous les entrepôts et systèmes d'information. La vraie plus-value, pardon, de moissonner la métadonnée et de passer par le ML, sachant que le ML, entre guillemets, accepte tout. C'est ça, hein, comme tu peux compléter. Alors, Yvan? ça m'a marré. Ah, je croyais que c'était la complétion de la Ouais, ouais. question que tu demandais. Bah, justement, là, je Ah, suis désolé, pardon, parce que excuse-moi. je faisais un aparté, parce que je discutais avec Tanguy Janton, là, qui est de l'université Grenoble et qui est en stage avec nous et qui travaille justement sur ces aspects, alors c'est plus l'aspect générique du machine actionable, comment on arrive à partir d'un format pivot, donc nous le ML, à montrer l'intérêt d'utiliser ce format pivot pour que les machines notamment automatiquement puissent créer des nouvelles connaissances, des nouvelles informations ou des représentations différentes de la donnée. Donc là, en l'occurrence, il y a 2 aspects sur son stage. Le premier, c'est le Metadata Assessment Report qu'on voit ici et que lui régénère, mais d'une autre manière beaucoup plus flexible et en dehors du catalogue pour qu'on soit indépendant pour faire n'importe quel type de suite de qualité si on le souhaite et autres. Et la deuxième, c'est la création des data papers sur lesquels il a pu améliorer l'existant. Donc, en fait, c'est presque cœur avoir un format pivot de métadonnées qui est très détaillé, bien fait. Quand je dis bien fait, c'est par exemple, je sais que sur l'ISO, il y a des gros problèmes sur des termes ou des informations qu'on ne sait pas forcément à quel terme du standard le mettre. Et en fait, c'est ça principalement qui a fait que pour le bilan de la directive Inspire, il y a eu des gros soucis d'échange de métadonnées parce qu'il y avait des informations qui n'étaient pas dans le bon champ. Et du coup, lorsqu'il y avait une validation automatique de ce qui était dans la métadonnée, ça collait pas avec la directive Inspire et ce qui était demandé. Et ça, justement, le ML a la particularité, jusqu'à maintenant, en tout cas, que ça fait plusieurs années qu'on l'éprouve de façon assez fine, de pouvoir à la fois englober les standards comme l'ISO ou d'autres, donc de servir de format pivot pour passer d'un standard à un autre sans perte. C'est ça qui est assez fou, en fait, qui est assez rare, hein. Quand on passe d'une traduction d'un standard à un autre, souvent on a de la perte. Et le ML, en fait, il est vraiment particulièrement englobant. Et en plus de ça, voilà, il y a cet aspect, les champs sont assez bien typés pour qu'on puisse pas trop se tromper et qu'on puisse savoir quoi mettre où et que du coup, que ce soit les machines ou les humains, quand on interroge une fiche de métadonnées, ça soit l'information elle est au bon endroit, dans la bonne case. Et tout ça, c'est des aspects compliqués qui mêlent à la fois la technique, mais aussi l'aspect entre guillemets sémantique, la connaissance, hein. C'est vrai que c'est une structuration, la manière de structurer la connaissance en écologie et dans le domaine de la biodiversité qui est mis dans ce standard-là et qui est particulièrement bien fait. Là où les critiques sont assez fortes sur l'ISO ou sur d'autres, quoi. Je sais pas si ça répond complètement à la question, mais ne pas hésiter à rebondir dessus, hein. Bon, en tout cas, j'espère qu'on a répondu, Louise. Oui, merci. Ok, parfait. Mais du coup, ouais, c'est vraiment
la plus-value de ce type de catalogue, donc DataOne et nous, en l'occurrence, notre Metacat associé au PNDB. Et donc, un des outils qui sont associés justement à cet outil, à ce type de catalogue, c'est la création de sous-portails aussi. Ça, c'est pas anodin. Donc, par exemple, dans le cadre d'un projet dans lequel on est appliqué, donc IA Biodiv, pardon, le challenge IA Biodiv, qui est un projet mêlant intelligence artificielle, enfin spécialiste de l'intelligence artificielle et biodiversité marine. Et ben, on peut créer des sous-portails. Et l'idée, c'est pas de dupliquer l'information, c'est juste une vue, une extraction de notre portail global, mais avec un tag pour IA Biodiv. Et ça, on peut proposer en fait des sous-catalogues pour n'importe quel type de projet ou pour une question scientifique. Donc ça, c'est des petits outils clés en main qui sont intéressants. Par exemple, si quelqu'un, je ne sais pas, travaille sur les tourbières de Bretagne, justement, encore une fois, bah, il peut avoir un sous-catalogue tourbières de Bretagne qu'on peut proposer. Et donc, toutes les données seront associées à ça avec des liens vers d'autres outils, etc. Et donc, il y a un autre petit gadget qui est arrivé récemment. C'est pas un gadget, mais c'est enfin, en tout cas, c'est une fiche d'information sur la qualité de la ferrisation au niveau des métadonnées. Donc ça, c'est la petite icône la petite capture d'écran au milieu, en bas. Lorsqu'on va cliquer sur un jeu de données qui est présenté dans le catalogue, en fait, on va avoir en fait un degré de ferrisation basé sur 51 critères que DataOne a proposé. Alors, ça pourrait être 51, GoFair, une initiative européenne qui justement valorise les principes FAIR en a plus, je crois qu'ils en ont une soixantaine. Enfin, on pourrait avoir 10, 15, 20, 30, 40 critères, peu importe. En tout cas, DataOne en propose 51 et ils vont faire un check de tous ces degrés de férisation. L'idée n'est pas non plus d'avoir une carte je suis faire, pas faire, ou d'avoir une bonne image, je suis un bon élève, j'ai gagné, etc. Mais plutôt d'avoir un accompagnement en fait sur la façon dont on remplit ces informations-là pour encore une fois, in fine, aller vers une meilleure reproductivité et une meilleure science ouverte. Et donc ça, c'est un outil, donc le Metadata Assessment Report, qui est hyper intéressant pour valoriser la façon dont on va ouvrir nos données, nos informations, et nous, qu'on développe actuellement, en tout cas, on a une réflexion actuelle au PNDB pour que cette Metadata Assessment Report soit pas juste à la fin, mais soit aussi au moment où on remplit ces informations. C'est-à-dire qu'à l'étape du cycle de la donnée où on va se poser la question sur où je vais partager ces données-là, de quelle façon, avec quels standards, etc., qu'on puisse avoir en fait un petit formulaire en parallèle qui va nous dire, ah bah là, vous obteniez, si vous mettez un keyword en plus qui est associé à un projet actuel de recherche ou votre financement ANR ou financement autre, et ben, si vous remplissez cette case d'information, vous allez passer, je ne sais pas, de 60% à 65% en termes d'accessibilité dans le fameux degré de férisation. Donc ce Metadata Assessment Report, il est hyper pratique à la fin, mais on se dit qu'en amont, ou en tout cas pendant qu'on va devoir faire le processus de partage de données, il peut être très intéressant pour accompagner justement le producteur de la donnée métadonnée. Et parce qu'en fait, c'est ce qui va permettre encore une fois de guider et d'avoir une meilleure reproductibilité. Alors je me répète souvent, mais c'est vraiment ces aspects-là qui sont importants. De toute façon, vous l'aurez compris, le mot métadonnée, on l'a utilisé 4000 fois et c'est pas anodin. C'est vraiment c'est la clé. C'est la clé. Enfin, ça, c'est une des clés. Donc voilà, comment fonctionne grosso modo le catalogue, c'est ça. Donc comme je disais, bon, une requête scientifique par un chercheur, une chercheuse ou un gestionnaire, peu importe, en tout cas une personne qui se pose des questions, qui veut avoir accès à des données de biodiversité, il va sur le catalogue par des filtres d'attributs notamment, ou des filtres classiques, hein, l'année, le taxon, location, access, etc. Il va pouvoir rentrer des questions, des keywords, des machins. Notre catalogue va interroger toutes les métadonnées des systèmes et entrepôts d'informations où il est connecté. Via le ML qui est dans notre catalogue, ça va refaire remonter ces informations-là. Et donc, à la fin, par rapport à la requête, on va avoir une sélection de jeux de données qui sont a priori pertinents, qui sont accessibles, c'est hyper important. Donc, encore une fois, un simple bouton téléchargement direct pour pouvoir répondre à la personne qui s'est posé des questions sur des données de biodiversité à un moment donné. Et donc, le catalogue, vraiment, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, il y a du moissonnage de l'entrepôt et de systèmes d'information. C'est en EML,
et par des requêtes et des filtres, notamment comment dire, la description des attributs. Donc, voilà, la couverture taxonomique, etc. On va pouvoir en fait répondre et proposer des jeux de données, on va dire, qui sont pertinents. Et deuxième outil dans le triptyque utilisé, donc prendre, partager, utiliser, donc c'est Galaxy Ecology. Donc c'est une initiative qui pareil, n'a pas été créée par le PNDB Galaxy. Par contre, l'initiative Galaxy Ecology a été notamment développée par le PNDB. Donc Galaxy, c'est une plateforme d'analyse en ligne pour obtenir, traiter, analyser et visualiser des données en général. Donc pour ceux qui sont issus du monde de la bioinformatique, il y a des chances qu'ils connaissent cette plateforme-là. Ça permet une certaine reproductibilité, notamment au niveau des workflows analytiques. Parce qu'on l'a vu, on a beau avoir les données ou les métadonnées accessibles, mais si on n'a pas les algos ou la façon dont on a mis en place ces algorithmes et ces codes analytiques, bah, la reproductibilité, pardon, elle n'est pas forcément la meilleure. Galaxy Ecology, c'est une plateforme développée donc par le PNDB, entre autres, pour justement mettre en accessibilité les algorithmes dont on va se servir. Donc, ça a un aspect évidemment de bibliothèque générique pour des algorithmes. Donc, par exemple, pour faire des analyses sur la liste de Shannon ou faire comment dire, des GLM, enfin plein de types d'analyses écologiques qu'on trouve en général. Ça va avoir aussi un aspect pour tout ce qui est formation. Des étudiants en environnement, en écologie, souvent lorsqu'ils font comment dire, des biostatistiques, finalement, ils font des cours de langage de la programmation, que ce soit Python ou R, et c'est pas la même chose. On peut avoir en fait des cours sur un langage programmatique particulier, mais c'est pas forcément des cours de biostat en tant que tel. Alors, je caricature, je vais très loin dans la caricature et dans la provoque. Mais Galaxy Ecology, parce que, entre guillemets, c'est neutre, parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais tous les workflows analytiques qui sont proposés sont issus comment dire, de packages existants, donc R, Python, C++, etc., qu'on a implémenté dans Galaxy. Et donc, toute la plateforme est totalement en open source. Donc, il y a du peer reviewing derrière, etc. Donc, on peut voir de A à Z, on peut customiser des packages existants. Donc, voilà, l'idée, c'est l'archivage et de la reproductibilité pour utiliser des standards, des workflows analytiques standardisés. Pour de la formation, c'est très pratique. Et aussi pour le ou la chercheur qui a beau être un excellent scientifique, n'est pas forcément bon en code. Et en fait, Galaxy Ecology, par une interface, va permettre simplement d'appuyer sur un bouton et d'y aller étape par étape et de faire vraiment le cheminement analytique, scientifique, sans forcément faire du programme. Là où on peut régulièrement voir des erreurs dans un programme, peu importe le langage, quoi. Donc voilà pour Galaxy Ecology. Donc il existe des tutos, des tutoriels. On a, je crois, quelques vidéos aussi en ligne. Donc n'hésitez pas à aller voir les liens. De toute façon, toute la présentation, elle est accessible sur le site pendb.fr via l'onglet ressources. Donc n'hésitez pas. Et donc, utilisation de Galaxy Ecology, entre autres, aussi pour tout ce qui est via l'entrée standardisation des workflows analytiques. Vous le savez, il y a de la perte de biodiversité au niveau mondial. La biodiversité, en tout cas, l'analyse de la biodiversité, elle a besoin d'être comprise en local, mais aussi en global. Je Et vois une donc, main levée, excuse-moi, Olivier. oui, ouais, Louise, Louise. ouais, tout à fait. Oui, désolée de te Non, réinterrompre. au contraire. C'est Non, une non, bah question non, un au peu, contraire. c'est une question un peu bête peut-être, mais du coup, est-ce que tous les instituts avec qui vous êtes en lien ont vocation à, au fil du temps, intégrer dès le départ tous les outils que vous mettez en place pour faciliter après l'accessibilité des données et du coup, enfin, tous les outils là, comment vous allez les promouvoir? Enfin, comment ils vont être promus? Merde, je ne sais pas le mot. Alors, il y a deux aspects dans le sens, tu compléteras, Yvan, hein. Alors, par exemple, les 19 partenaires actuels du PNDB, par définition, nous, on les moissonne en priorité. S'ils ont un entrepôt ou en tout cas un stockage de données qu'ils proposent, donc ce sont déjà de base donc on va les moissonner en priorité.
Les partenaires, donc oui, ont vocation à non pas avoir un catalogue Meta4, puisqu'en fait, ils ont juste qu'à faire comme d'habitude. C'est nous qui allons moissonner l'information, qui allons récupérer l'information. Donc par contre, il faut qu'il y ait du lien entre les personnes, évidemment, du lien technique, scientifique, sémantique, etc. Mais en caricaturant, on ne va pas leur imposer quelque chose. Pour l'aspect Meta4, catalogue de données, métadonnées. Et pour l'aspect Galaxy Écologie, on est entièrement conscient que Galaxy Écologie n'est pas l'alpha et l'oméga de l'analyse en environnement. Par contre, ça permet un outil complémentaire pour les aspects dont on parlait, qui sont la formation. Par exemple, je ne sais pas, hein, on est donc le Muséum, Grenoble-Alpes, l'Université de Rennes, Brest, etc., où d'autres universités sont partenaires du PNDB. On peut leur proposer des formations Galaxy Écologie pour que dans leur cours de statistique ou de biostatistique, ou des bonnes pratiques en recherche, en reproductibilité en général en sciences, bah, ces personnes-là puissent donc utiliser Galaxy Écologie pour illustrer leur cours, etc. Donc après, on va rien imposer. L'idée n'est pas d'imposer, d'avoir une version, enfin une approche top-down, mais plutôt une approche bottom-up. On leur propose des choses. S'ils trouvent ça pertinent, tant mieux. Et par contre, là, s'ils disent oui, évidemment, on les accompagne pour les formations, pour qu'ils soient après des référents formateurs pour Galaxy Ecology ou autres outils, quoi. Mais ça, c'est vraiment l'idée, c'est plutôt d'avoir une approche pour et par les communautés scientifiques. C'est vraiment la fameuse phrase qui illustrait le PNDB au début, ce pour et par les communautés n'est pas anodin. Encore une fois, on essaye de faire le plus de ping-pong. Et donc, ça se fait en parallèle par des tours de France, des discussions, des webinaires, des ateliers en présentiel, en visio, etc., pour justement vraiment bien mesurer les besoins, ce que nous on propose, qui encore une fois, la plupart du temps, sont des outils déjà existants, qu'on a simplement adaptés pour des besoins. On n'a pas créé un truc de A à Z. Et voilà, donc l'idée, c'est vraiment l'approche ping-pong avec les personnes et donc échange. Et pour le catalogue, je me répète, entre guillemets, ils n'ont rien à changer puisque c'est nous qui allons moissonner leurs informations. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Louise. Si. Ok. Et Yvan, je ne sais pas si vous voulez compléter aussi, peut-être. Non, mais peut-être très rapidement, c'est vrai que comme de toute façon l'infrastructure est pilotée par la plupart des organismes de recherche et les universités qui œuvrent au niveau de la biodiversité au niveau national, et que c'est eux qui valident les outils qu'on développe, de facto, en fait, c'est des outils auxquels ils vont adhérer et sur lesquels ils vont pouvoir se mobiliser. Sur le côté Galaxy, il y a un côté un peu particulier. C'est vrai que là, pour le coup, on est sur une approche assez innovante, prospective, qui a été mis en avant notamment pour un concept qui est présenté là, justement, c'est l'aspect création d'indicateurs de biodiversité à travers des workflows automatisés. Juste parce que pour l'instant, notamment, les communautés scientifiques ne sont pas forcément prêtes ou intéressées pour la majorité à utiliser des outils comme Galaxy, des clusters de calcul, les solutions cloud, tout ça, même si ça va venir. Et que du coup, cette orientation workflow automatique de création d'indicateurs de biodiversité nous permet de peupler l'initiative Galaxy Écologie d'outils et du coup qui à terme, quand il y aura assez d'outils dedans et des gens commencent à être un niveau assez intéressant, pourra servir vraiment aux chercheurs au quotidien parce que du coup, il retrouvera quasiment la même chose hein, pour vraiment forcer le trait, mais que s'il était sous R ou Python en étant sous Galaxy et du coup sans être obligé d'installer les packages ou de gérer lui-même les installations de choses avec des capacités de partager les processus analytiques ou de les reproduire de manière plus facile que s'il était sur son environnement. Donc, je le fais très, très, très gros à la grosse hache, mais c'est voilà, juste pour remettre ça en perspective. OK, et du coup, Non, une tout à autre fait. question, mais ça servira à Vas-y. l'ONB, du coup, tout ce qui va être fait avec Galaxy Écologie? Et ben justement, l'un des focus qu'on a actuellement, c'est de travailler avec l'ONB, les indicateurs de l'ONB, parce que pour l'instant, on est parti sur des indicateurs entre guillemets recherche, pas forcément d'ailleurs dans l'ONB. Enfin, le premier sur lequel on a travaillé, c'était l'indicateur stock, hein, sur lequel on a travaillé sur la mise en place de la création de ce workflow analytique sous Galaxy pour pouvoir avoir les indicateurs stock à partir des données stock. Donc l'idée, c'est de faire la même chose pour l'ONB. La problématique qu'on a, entre guillemets, c'est qu'on part en partant de zéro. Nous, on arrive avec Galaxy en disant, il nous faut les données brutes et il nous faut
l'entièreté du workflow analytique. Et en fait, on voit que pour pas mal de choses qui sont à disposition, en fait, on n'a pas forcément la donnée brute et on n'a pas forcément non plus accès au script. Donc là, on commence à travailler sur notamment un indicateur ONB cette année pour pouvoir montrer que effectivement, pour montrer comment ça fonctionne et quel est le résultat pour notamment un indicateur bois mort si on a accès aux données, aux algorithmes et qu'on les passe sous Galaxy et quel est l'intérêt qu'il y a derrière. Et effectivement, l'idée, c'est d'essayer de reprendre l'ensemble des indicateurs existants pour pouvoir amener cet aspect mise à disposition du workflow analytique et des données par notamment cette plateforme Galaxy. Ok, merci. Et ouais, donc l'idée avec l'ONB, c'est aussi qu'on passe notamment avec en lien, on est fortement en lien avec le SIB. Donc nous, c'est données recherche pour schématiser. Et le SIB, donc système d'information sur la biodiversité, c'est un système d'information fédéral intégrateur qui, lui, est tout ce qui est données de biodiversité politique publique. Et donc, c'est notre pendant. Donc, recherche politique publique. Et ce lien-là se fait par des aspects très pratico-pratiques dans la mesure où on est dans la même équipe au sein de Patrinat, au muséum, mais aussi au travers d'une co-représentation du French Bond, donc bon pour Biodiversity Observation Network et GeoBond, c'est le groupement international d'observation de la Terre, qui est une initiative donc internationale pour justement mesurer l'état, le suivi de la biodiversité, proposer des indicateurs, etc. Et donc nous, on a un projet pilote dont parlait Yvan, donc qui est basé sur les variables essentielles de biodiversité, donc qui est une façon de structurer la biodiversité, de déconstruire la biodiversité, donc diversité génétique, population espèce, traits écologiques, communauté, structure des écosystèmes, fonctionnement des écosystèmes. Et au travers de ça, donc on propose en fait des workflows analytiques standardisés en fonction des catégories de variables essentielles. Et donc ça se fait en lien justement avec le SIB et avec le ONB pour justement permettre des indicateurs en partant de la donnée brute, enfin des indicateurs qui seront opérationnels en partant des données brutes et qui pourraient servir à d'autres aspects plus génériques en écologie d'ailleurs. Donc c'est vraiment un projet pilote qui est hyper intéressant et pareil, je vous invite à aller voir le lien EBVOSC. Donc on aime bien les acronymes, encore une fois, en recherche. Mais voilà. Et donc je vais finir ce que je vois qu'il est 40, donc je ne sais pas si tout le monde est encore un peu disponible ou je pense que ça va durer 5 minutes maximum. Enfin, on devrait finir à 45. Donc si tout le monde est OK, voilà. De toute façon, je vais quand même le finir, la présentation. Mais en tout cas, on se dit qu'à 45, ça peut être fini. Donc, infrastructure de recherche PNDB, pour et par, encore une fois, ce pour et par est extrêmement important. C'est pas anodin, c'est vraiment ces aspects-là dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment se faire des échanges, avoir l'approche la plus bottom-up possible pour justement bien mesurer et ajuster les outils services qu'on propose régulièrement ou qu'on va proposer. Donc, il y a beaucoup de logos, ça veut dire simplement qu'on est en interaction avec ces logos-là. C'est pas histoire de faire un gros catalogue de logos. Là, donc le PNDB, il y a une gouvernance qui a quatre parties, pardon. Donc le comité des pilotages, donc représenté par nos 19 partenaires, un conseil scientifique, donc une sorte de conseil de sages qui est extrêmement important pour justement, encore une fois, avoir cette approche pour et par les communautés scientifiques. Un comité exécutif, qui on va dire le comité opérationnel, ou en tout cas, c'est lui qui organise au quotidien le PNDB, et pour un aspect technique, le réseau des responsables des systèmes d'information, justement pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure, Louise, sur est-ce que les partenaires vont mettre en place les outils ou vont utiliser les outils qu'on développe. Donc Yvan le disait, comme ils font partie de notre gouvernance de base, par étant membre du COPIL ou étant membre de ce réseau, ils adhèrent ou en tout cas ils connaissent tout ça. Et donc l'idée, c'est que on a un conseil scientifique pour les aspects scientifiques justement et un RSI, donc réseau des responsables des systèmes d'information, pour l'aspect technique, pour justement aussi avoir ce degré de férisation le plus avancé possible sur les aspects techniques, sur l'interopérabilité, sur la façon dont on va standardiser les données, les métadonnées, qu'est-ce qu'on peut inférer comme information supplémentaire,
Quels sont, enfin bref, toutes ces questions-là. Donc en fait, cette gouvernance-là, elle est structurée et donc elle est en lien avec des instances nationales, internationales, donc de par les réseaux de partenaires actuels ou les autres réseaux qui existent ou des projets dans lesquels on est impliqué, etc., etc. Donc c'est justement cette démarche intégrative et intégrée qui est extrêmement intéressante pour justement ne pas rajouter une énième couche, mais pour justement plutôt se servir et valoriser les outils existants et proposer des outils et des approches complémentaires par rapport à des questionnements scientifiques qui sont liés aux enjeux de reproductibilité, de sciences ouvertes et d'ouverture et d'accessibilité à la donnée en général, quoi. Donc ce fameux conseil scientifique, donc je vais passer rapidement, mais voilà, il est structuré selon 4 CES, donc comité d'experts scientifiques, il y a une vingtaine de chercheurs-chercheuses donc issus des membres partenaires, mais pas que, et donc qui se réunissent régulièrement pour nous donner des orientations, des stratégies, pour faire des conseils, des ateliers. Par exemple, en juin prochain, donc d'ici quelques semaines, on va faire un atelier sur tout ce qui est thésaurus sémantique, donc le vocabulaire, qui est très important. Parce que justement, encore une fois, dans la métadonnée, si on a un vocabulaire dont on s'est mis d'accord sur qu'est-ce que veut dire abondance écologique, qu'est-ce que veut dire le terme biosphère, est-ce que le terme biosphère est issu de l'association internationale de sémantique écologique qui dit que biosphère réfère à, etc., etc. Et donc, on va faire un atelier thésaurus, donc par exemple avec le scientifique d'ici quelques semaines. Donc voilà, le conseil scientifique est vraiment extrêmement important et les membres de ce conseil, on va dire, ont deux casquettes. Ils ont une casquette évidemment d'experts dans leur domaine. Ils font autorité dans leur domaine respectif, que ce soit en diversité des populations, en diversité des espèces, communautés, écosystèmes ou biodiversité passée. Mais ils ont aussi une casquette de délégué de classe, donc pour pouvoir faire remonter encore une fois des besoins ou des attentes qui pourraient y avoir vis-à-vis d'une infrastructure de recherche ou centre de référence thématique qui est le PNDB. Donc on pourrait on peut pas fonctionner sans un conseil scientifique en tant qu'infrastructure de recherche. C'est extrêmement important. Et il est actuellement présidé donc par Sandrine Pavoine, donc enseignante chercheuse au Muséum d'histoire naturelle au laboratoire CESCO. Donc l'équipe du PNDB. Donc bon je vais pas lister tout le monde, mais en tout cas c'est une équipe chouette. Complémentaires. Donc, il y a des aspects évidemment techniques, mais il y a de l'humain. Et donc, il y a une diversité de profils pour justement avoir une diversité de réponses en termes de développement et de formation d'outils services. Donc, voilà. Je ne vais pas aller plus loin, mais en tout cas, ouais, bonne équipe. Et en résumé, et donc là, il est 45, donc j'ai 2 slides et c'est fini. L'ellipse en blanc, donc avec toutes les petites icônes, satellites, molécules, etc. Donc vraiment, c'est le contexte, c'est le contexte, pardon, c'est le constat. Donc c'est l'hétérogénéité dans les types de données, la diversité d'objets à relier, la perte d'informations dans le temps. Et donc face à ce contexte, nous, PNDB, en tant qu'infrastructure de recherche et futur 5e pôle de Dataterra, donc pour les données de biodiversité, donc on propose des outils et des services pour la description, la mise à disposition, la validation, l'analyse, le partage et la réutilisation des données de biodiversité. Et ce, avec une approche FAIR, donc facile à trouver, accessible, interopérable, réutilisable. Et ça se traduit par les petits encadrés verts sur les côtés, donc par un catalogue dont on parlait, un workflow, une plateforme d'analyse, Galaxy Ecology qui propose des indicateurs basés sur les EBV, donc variables essentielles de biodiversité, des accompagnements pour les plans de gestion de données et ou des orientations pour aller voir les bonnes ressources pour les plans de gestion de données, des tutoriels, data paper, etc., etc. Et donc une dernière slide, c'est à peu près le cheminement que peut avoir quelqu'un qui va à un moment produire et ou agréger de l'information, donc de la donnée, de la métadonnée. Donc peu importe son type de données, le format qu'elle a, à un moment, elle va se poser la question, cette personne, à qui appartient mon jeu de données? De quoi parle mon jeu de données? Quel est le cadre d'acquisition? Donc les fameuses métadonnées finalement. Est-ce que j'en fais un data paper? Est-ce que j'ai une création d'un plan de gestion de données, etc. Et donc, nous, en tant que centre de référence thématique, en lien avec une autre entité, Recherche DataGouv, qui est les ateliers des données, qui sont des entrées territoriales réparties sur tout le territoire, et en lien avec l'entrepôt, les référents des entrepôts de données,
je le répète, un chercheur, une chercheuse issue d'une institution, par exemple du CNRS ou du muséum, doit publier ses entrepôts ses données vers l'entrepôt indoor. Donc en fait, ce triptyque, centre de référence thématique, atelier de la donnée, référent entrepôt de données, est en train de se mettre en place pour justement savoir qui fait quoi, qui est qui, et comment on oriente pour bien orienter vers où publier, donc l'étape 2, vers IRD data, indoor, entrepôt indoor, etc., etc. Ces données-là vont à un moment être présentes dans un système d'information générique, pour la biodiversité par exemple le PNDB, ou spécifique, par exemple s'il y a une infrastructure de recherche liée aux données littorales, etc., etc. Et donc ça se retrouve après dans des instances internationales, dépendamment des liens ou des projets qu'on a avec, et, la boucle est bouclée. Donc c'est ce vers quoi on va. Et c'est en construction, c'est en co-construction. Donc, il y a des étapes ou des flèches qui ne sont pas encore totalement opérationnelles pour des aspects techniques, mais sont en voie de l'être. Et donc, l'idée, c'est vraiment de développer ça petit à petit pour que, au final, la chercheuse rentre une fois pour toutes les métadonnées à un moment donné et que nous, donc PNDB, infrastructure de recherche en lien avec les autres systèmes d'information et autres, on s'occupe de tout le reste. Pour qu'en fait, faciliter encore une fois les besoins d'un chercheur dans la vie de tous les jours. Donc, bah voilà, donc il est 48, donc en fait, on a pas mal été plus long. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. De toute façon, nous, avec Yvan, on a une autre visio à 11h. Donc, on a 5 minutes, si ça vous dit, pour compléter les autres questions que vous pourriez avoir. Et déjà, j'espère que vous avez compris un peu mieux c'est quoi le PNDB et que malgré tous les acronymes, les logos qu'il y a dans tous les sens, bah, ça a permis quand même en tout cas d'avoir une meilleure vision de ce que peut être une infrastructure de recherche, en l'occurrence basée sur les données de biodiversité et l'éco-informatique plus généralement. Ouais. Merci Olivier. Est-ce qu'il y a des questions brûlantes, des commentaires brûlants? Et après, n'hésitez pas à aller voir sur le site donc pndb.fr. Donc je le mets à jour très régulièrement. Il y a pas mal d'infos dans l'onglet ressources. Donc aussi bien sur ce qui existe comme outil pour justement s'intégrer dans le cycle de la donnée ou les autres systèmes d'information ou comprendre qui est qui, ou même de la littérature plus généralement. Donc dans l'onglet ressources, il y a une partie qui est bibliographie où on va dire ce sont les classiques qu'on lit régulièrement, ça serait mentir, mais en tout cas qu'on a lu à un moment et qui sont des papiers scientifiques qui présentent justement une approche, un concept, une technique, un standard qui est pertinent pour une vision d'ouverture d'open science globalement, quoi. Bah écoutez, si ça vous va, on peut finir là-dessus. Je vais juste dire que du coup, cette présentation, bah, du coup, a été dans le cadre du Printemps de la donnée. Donc, c'est un événement qui a commencé Tu as fin appelé mai. ton dossier. Pardon, c'est moi. Excuse-moi, j'avais pas pris mon micro. Qui a commencé le Printemps de la donnée, donc qui a commencé le 22 mai, si je dis pas de bêtises, et qui finit le 21 juin. Et pendant un mois, donc je vous invite à aller voir le site du Printemps de la donnée. Il y a énormément de présentations, de formations en présentiel, en ligne, sur tout ce qui est lié à la donnée. Et donc, il y a plusieurs, c'est proposé par l'INRAE en lien avec d'autres partenaires comme le PNDB donc aussi, mais l'Université de Haute-Alsace, l'Université de Strasbourg, l'Université de Grenoble-Alpes, l'INSA de Strasbourg, AgroParisTech et l'Université de Lille. Et donc l'idée vraiment, c'est vraiment de mettre en vitrine pendant un mois tout ce qui se fait tout ce qui se fait sur les données recherche quand même. La cible est plutôt données recherche, mais il y a quand même des présentations, des ateliers qui sont, on va dire, dits grand public entre guillemets. Donc n'hésitez pas. Et donc cet après-midi, dans le cadre du Printemps de la donnée, on propose aussi un autre webinaire qui est sur les data papers, justement. On a parlé justement pour l'aspect de publication, valorisation des données de biodiversité. Donc de 13
de 13h à 14h avec le JB France. On va parler du projet Open Meta Paper, des data papers en général, et donc comment valoriser un dataset nouveau ou de même un ancien dataset, parce qu'on peut valoriser des data papers au travers de vieux jeux de données qui, même s'ils ont 20 ans, ils sont tout aussi pertinents à diffuser et à rendre accessibles. Donc voilà, si ça vous dit, 13-14h, un autre webinaire pour nous entendre. Et encore une fois, n'hésitez pas, donc pndb.fr, il y a un onglet contact, ou plus généralement, donc c'est notre contact.pndb@mnhn.fr si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis au revoir, merci. Et ce webinaire, normalement, sera disponible donc en ligne sur la chaîne YouTube du PNDB, où pareil, on met des ressources dessus. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement et je vais quitter la vidéo et je vous dis bonne journée à vous. Au revoir. À toi aussi, merci Olivier. Bonne journée, bon courage.